Très bien. Oui, mon oreillette, Anne, venez me dire des choses. Quoi? Formidable. Bien. Alors, ce que je vous propose, c'est de tout d'abord entendre le message de la ministre Ségolène Royal. C'est Bruno Legevin qui nous le porte ce matin. Et juste après, nous accueillerons nos élus qui vont s'engager et nous donner des repères d'engagement devant vous. Oui, de nouveau, bonjour. La ministre qui n'a pu être là m'a demandé de vous passer ce message. Elle a été retenue pour une importante séquence internationale. Elle était avec le président en Inde et aussi derrière à New York pour le sommet des investisseurs face aux risques climatiques de l'ONU. Il y a un an, presque jour pour jour, nous étions réunis à Bordeaux où a été lancé un appel pour la reconnaissance de l'action des collectivités locales dans la lutte contre le changement climatique. On peut se féliciter du chemin parcouru depuis cet accord du 12 décembre, qui est une grande réussite pour la planète et pour la France. Nous avons su montrer combien la mobilisation de la société civile, notamment des territoires, était très forte. Cette mobilisation a été déterminante pour parvenir au succès que l'on connaît. Les territoires sont en effet à l'avant-garde de la lutte contre le changement climatique. Ils portent des solutions concrètes en faveur du climat et nourrissent des initiatives à l'échelle nationale mais aussi internationale, comme en témoigne l'agenda des solutions qui a accompagné le sommet de Paris et anticipe la mise en application de l'accord de Paris. Depuis l'an dernier, nous avons aussi adopté la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Elle a doté la France d'une législation des plus avancées qui a crédibilisé notre position dans les négociations de la COP21. Elle impulse une véritable révolution de notre modèle de développement, révolution dont vous êtes les premiers acteurs. En 2016, nous accélérons cette mise en œuvre concrète, sortie des derniers textes d'application de la loi, poursuite et approfondissement des territoires à énergie positive avec une nouvelle enveloppe de 250 millions d'euros. Territoire zéro déchet, zéro gaspillage, que je réunirai très prochainement, ville respirable. Le grand plan travaux qui a été annoncé tout récemment avec une enveloppe de prêt à taux zéro, de 3 milliards d'euros de la Caisse des dépôts, répartis à part égale entre le développement et la rénovation du parc social et la rénovation des bâtiments publics, déploiement des compteurs communicants, mise en œuvre des plans climat-énergie territoriaux, etc., etc. Ces mesures sont fondamentales pour relancer la croissance. C'est cela la croissance verte, rénovation énergétique des écoles, des bâtiments publics, investissement pour des réseaux de chaleur, des ENR, des dispositifs pour réduire les déchets et mieux les valoriser, mais aussi les travaux de génie écologique pour redynamiser la biodiversité, restaurer les paysages abîmés, améliorer la qualité des eaux. Tous ces travaux locaux donnent du travail à nos entreprises, notamment les plus petites, et sur l'ensemble du territoire. C'est la 17e édition de ces assises. Et au bout de toutes ces années, la mobilisation est toujours aussi forte, toujours aussi intense. En témoigne l'affluence de ces 3 jours. C'est dire si la formule est la bonne, partager les expériences des pionniers et faire tache d'huile. C'est comme cela que l'on ancre la transition énergétique dans les profondeurs de la société. La transition énergétique, c'est notre cap, c'est notre route. J'espère que ces 3 jours d'assises auront permis de conforter votre détermination à agir et de faire émerger de nouvelles initiatives, car il nous faut maintenant accélérer. Seul, on peut aller vite, mais ensemble, on peut aller loin, très loin. L'exemplarité de la France passe par celle de ses territoires et de leurs forces vives. Je compte sur vous. Merci Madame la Ministre par la voix du président Bruno Legevin. Alors, l'invitation est claire, les territoires s'engagent. Je vais accueillir Patrice Vergrit et ses invités. Et tout d'abord son partenaire Anne Valric, Peter Marland qui est toujours avec nous et Ronan Dantec, bienvenue. Ça va? Allez-y, mettez-vous là, au milieu. Je vous en prie, mettez-vous près de Monsieur Vergrit. Allez-y Ronan. Peter, comme vous voulez. Voilà. Peter, allez, mettez-vous là, Ronan. Je vous en prie.
Bien. Alors, c'est important parce que ces assises sont aussi là pour donner des repères, des rendez-vous, des engagements pour la suite. Et d'année en année, prochain rendez-vous à Bordeaux, on évalue les pas franchis. Alors, je vais tout de suite donner la parole à Peter Marland, et encore merci pour votre témoignage d'hier, parce que vous avez un train qui vous attend. On est là pour se dire, et vous avez de l'actif, là, vous nous l'avez montré hier, on est là pour se dire quel sera l'agenda politique que vous allez fixer, bien évidemment, pour votre territoire, Milton Keynes. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus et ce sur quoi vous allez vous engager? Tout cela est très intéressant. J'ai regardé l'actualité française ces dernières semaines et j'ai vu que certains des défis pour le monde à l'heure actuelle sont en fait en lien avec le changement climatique, et Dunkerque et Calais ont leurs propres défis aussi. La COP21 a également ses défis, mais tout cela est intégré, entremêlé. Et le souci, le risque à l'heure actuelle, c'est se replier sur soi-même, de se fonder sur ce qui est sûr. On pense à fermer ses frontières, à travailler seul. Et ce que les hommes politiques doivent faire, surtout dans les prochains mois et dans les prochaines années, c'est bien poursuivre l'évaluation et répéter sans cesse le message d'être ouvert, de travailler ensemble. C'est à l'avantage de l'Union européenne et de l'intégration. En effet, si nous nous replions en petites entités, nous ne pouvons pas espérer faire face à quelque chose d'aussi énorme que le changement climatique. Et je pense que ce sur quoi les hommes politiques doivent se concentrer, c'est vraiment d'aller de l'avant et de répéter aux gens qu'il faut travailler ensemble, sinon on ne pourra pas faire face au changement climatique, à la crise de l'immigration, ni faire face à ce qui se passe dans le Moyen-Orient. On ne sera pas à même de faire face à ce qui se passe en Afrique du Nord, parce qu'il nous faut des solutions mondiales à ces problèmes. Et sinon, aucun changement ne pourra être possible. Je pense que vraiment le moteur pour les prochains mois, ce n'est pas de se replier sur soi-même, ne pas prendre des solutions faciles, mais bien de continuer le combat pour la coopération, pour stabiliser cette coopération au-delà des frontières. Ça ne veut pas dire que les institutions doivent être énormes et éloignées, mais il faut que le pouvoir soit tout autant dans les mains des gens que des autorités. Je pense que ce sont là les principaux défis. Il faut travailler ensemble. L'Union européenne ne doit pas être éloignée. Nous non plus, nous ne devons pas être éloignés. Mais c'est entre les communautés, entre les villes, entre les rues, entre les nations que nous devons travailler. Et je pense que c'est le plus gros défi. Nous ne pouvons pas reculer. Je vous ai senti, très attentif hier à ces partages d'expériences et notamment ce que vous avez pu entendre des territoires français, de la Suède, de tous ces pays qui sont venus témoigner ici hier. Avec quelle conviction pour votre action à vous, vous repartez? Je pense que malgré nos différences, nous avons tous des objectifs communs. La coopération étroite est essentielle parce que tout le monde veut faire pour le mieux. Et ce sont des thématiques difficiles que le changement climatique, et les villes qu'on a entendues étaient particulièrement exemplaires. 40 années pour certaines villes où le maire et son adjoint travaillent avec tout le monde pour l'environnement.
de grands défis peuvent être rendus très simples par des solutions simples. Il faut retourner à un niveau où les gens peuvent comprendre ce qui se passe, comprendre les faits sur la vie quotidienne. Je pense que c'est ce qu'on peut garder en tête, cette idée que l'on pompe des tonnes et des tonnes de CO2 dans l'atmosphère qu'on ne voit pas, mais par contre, on peut bien voir l'effet de couper l'électricité pendant la nuit. Donc, pareil pour les voitures électriques. Je pense que de petites solutions peuvent avoir de grands effets. C'est ce qu'il faut garder à l'esprit. Et en travaillant ensemble, on peut y parvenir à petite échelle et à grande échelle. Et merci pour votre témoignage d'hier et votre engagement. Je vous laisse rentrer à la maison. Vous avez un train qui vous attend. Merci beaucoup. Merci. Alors, on m'a dit que Duarte de Lisbonne était encore là. Je pensais qu'il nous avait quittés, puisqu'il est encore là, qu'il nous rejoigne. Venez, venez. Et vous aussi, vous allez vous engager. Je vais donner la parole à Dunkerque, à Bordeaux, à Lisbonne, et j'aurai une première question à vous poser, Ronan Dantec, sur un point fort qui a émergé de nos échanges. On y a consacré d'ailleurs une plénière mardi. C'est celui des conditions du financement. Donc on va les écouter et vous allez nous dire après comment vous voyez les choses. Anne Valric, votre engagement territorial de Bordeaux, au vu de tous ces fondamentaux qu'on a bien posés là, au cours de ces assises. Alors l'engagement de Bordeaux, il est fort, il est ancien. On est très ancré, très volontariste sur une politique de transition écologique et énergétique depuis déjà de nombreuses années. Au travers de la COP 21, ça a été, je pense, un accélérateur quand même, parce que par rapport à l'agenda qui est la question posée, je dirais que d'une façon globale, Bordeaux et l'ensemble des territoires, comme ça a été très bien illustré au travers de ces assises, on a eu de nombreux témoignages de part et d'autre. Je crois que les territoires constituent des accélérateurs. Ils ont pris date avant même l'accord de la COP 21 à Paris, qui a été un accord historique que tout le monde salue et que je salue particulièrement. Mais je crois qu'ils ont pris date avant parce qu'on le sait bien, et en tout cas à l'échelle des territoires urbains, on sait que 50% de la population mondiale vit en territoire urbain, ce sera encore bien plus dans quelques années. On sait que les territoires urbains, c'est 2/3 des émissions de gaz à effet de serre, mais on sait aussi que c'est dans les territoires urbains et les territoires en général que se prennent les solutions, comme ça a été évoqué, et que ces territoires-là ont eu un poids sur l'accord de Paris, même si ce n'est pas votre question, mais je tiens à le souligner, ça a été souligné tout au long de ces 2 journées, ont eu un poids considérable. Et quand on regarde l'agenda post-COP21 pour les territoires pour Bordeaux, je pense qu'on est finalement un agenda qui est, si on reprend les termes un peu du numérique, ce serait un agenda un peu augmenté, que je qualifierais d'augmenté, parce que nous allons devoir accélérer les choses. Et quand on regarde l'accord de Paris, qui est un accord, encore une fois, historique, quand on fait la somme des 185, si j'ai bonne mémoire, engagements qui ont été fournis par les États dans les temps impartis, on arrive quand même, je le rappelle, à 3 degrés Celsius d'augmentation de la température. Et le sens de l'accord qui a été signé par tous les maires réunis autour d'Anne Hidalgo au sommet des maires pendant la COP 21 le 4 décembre dernier, c'est de s'engager justement à faire le différentiel entre les engagements pris par la COP 21, par les États, et les engagements pris par les territoires. Donc ça veut dire que finalement, l'agenda post-21 pour les territoires et pour Bordeaux, c'est évidemment de faire mieux et de faire plus vite. Voilà. Alors, si on devait résumer, c'est faire mieux avec moins, souvent, sur un plan, j'entends, financier. Il faudra être malin. Voilà. Ça, on va et donc la solution, c'est évidemment de le faire ensemble, comme vient de le rappeler Monsieur le maire qui vient de partir. On n'a pas d'autre choix que de le faire ensemble. Alors votre agenda augmenté, ouais. Pouvez nous donner 1 ou 2 repères de sujets bordelais, pour rester dans les sujets qui nous réunissent
l'axe ici, donc sur plutôt la transition énergétique, oui. Alors nous sommes en train de rebâtir un peu le socle un peu stratégique de notre politique de transition écologique et énergétique, et plus largement dans toute l'acception du terme de notre politique développement durable. Donc on y est déjà depuis 6 mois, avec l'ensemble des élus, l'ensemble des 28 communes, l'ensemble des acteurs, évidemment, les associations, les entreprises, qu'il ne faut surtout pas oublier, nos concitoyens. Et donc là, dans les 6 mois qui viennent, on va rebâtir au prisme, évidemment, des engagements pris par la COP21, au prisme, évidemment, ça a été évoqué tout à l'heure par Bruno Lechevin, de la nouvelle loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, au prisme, évidemment, des décisions qui ont été prises et du calendrier européen, qu'il ne faut pas oublier. Donc nous allons rebâtir maintenant nos plans d'action pour mettre le curseur encore un peu plus haut si possible. Et très clairement, donc nous allons rebâtir le nouveau PCE-AT, c'est-à-dire avec évidemment l'intégration de la problématique liée à l'air, et puis sans oublier l'économie circulaire, qui est un véritable vecteur, on l'a vu ici localement, un vecteur de la transition énergétique. Oui. Ah oui. Et elle va si vous piquer permettez... votre toile industrielle. Elle l'a dit. Non, en tout cas, on a vu hier un merveilleux exemple de mobilisation de l'ensemble des acteurs autour de l'énergie, tout ce qui est fait ici à Dunkerque. Ouais. Alors, je reviendrai vers vous après sur une autre question que je poserai également à Patrice Vergriete sur et l'Europe dans tout ça. Alors, vous, tout d'abord, votre agenda, est-ce que vous allez aussi l'augmenter et comment? On vient de signer, nous, le plan air, climat, énergie territoriale. Et donc, les engagements ont été pris. Réduction de 3/4 des émissions de gaz à effet de serre, 100% de renouvelables avec un objectif 2050. Voilà, les objectifs sont fixés. Les actions aussi sont identifiées. C'est ce que je livrais en introduction, avec des mesures un peu symboliques. Au-delà de la question industrielle, on s'intéresse aussi à ce qui touche la population. Quand on s'engage à être la plus grande agglomération d'Europe en 2018, à avoir le transport collectif gratuit, c'est pas un engagement basique. Enfin, je veux dire, c'est un engagement fort, c'est une volonté politique affirmée. Et voilà, donc dans notre plan air, climat, énergie territoriale aujourd'hui, les engagements sont quand même très très forts. Mais c'est vrai que ce que je retiens des assises est aussi autour de l'ensemble des partenaires, l'Europe, l'État aussi. Ça, j'aimerais un peu m'exprimer aussi sur l'État. Moi, j'ai entendu le discours de la ministre. Je suis obligé de constater que l'État s'engage sur notamment en termes de moyens financiers. Ce que je regrette un petit peu, c'est l'absence de logique systémique. C'est-à-dire qu'on reste quand même face à un État très sectoriel et très sectorisé. Et même parfois, à l'intérieur d'un même ministère, on a parfois des décisions un peu contradictoires. Ici, à Dunkerque, on attend pour l'éolien offshore. On attend. On est à 15 km de la Belgique, il a développé depuis très longtemps. Et on apprend encore le report du 3e appel d'offres. Pourquoi après 2017? C'est une décision incohérente avec ce qui a été dit comme engagement ministériel. Et pourtant, c'est à l'intérieur du ministère que ça se passe. Pourquoi reporte-t-on encore les décisions liées à l'éolien offshore en France? Autre chose aussi, l'État est pluriel. Il y a aussi le ministère des Finances. Moi, je constate aujourd'hui que les territoires qui sont les plus concernés par les problématiques de transition énergétique sont ceux qui sont les plus pénalisés par les baisses de dotation de l'État. Parce qu'on est sur des logiques financières. Les bassins industriels aujourd'hui sont les territoires les plus pénalisés en termes de baisse de dotation. Donc c'est bien de développer, de vouloir financer des investissements, mais si on retire la part des collectivités qui en ont le plus besoin, ça ne marchera pas. Donc aujourd'hui, moi, ce que je reproche notamment à l'État, c'est l'absence de cohérence de sa politique, l'absence de vision nationale. Je reviendrai sur l'Europe, mais on peut le dire aussi de l'État français. Alors, vision européenne, je vous interrogerai là-dessus après. Alors, compte tenu de cette réalité, vous, sur ce territoire de Dunkerque, citez-nous les 1, 2, 3 chantiers prioritaires sur lesquels vous allez mobiliser toutes les énergies. Si c'est possible. Il y en a de nombreux, mais je les ai listés, je vous dis, c'est dans l'ensemble des domaines. On a comme exemple le doublement du réseau de chaleur qui est en prévision. Donc je disais, on a
le transport collectif gratuit, c'est une très très belle aventure, hein. Une communauté urbaine met 65 millions d'euros sur la table et après derrière c'est du fonctionnement. On n'est pas sur des petits investissements. On a effectivement Ura-Énergie, ça a été cité tout à l'heure, essayer d'apparaître comme un site d'excellence sur ces problématiques de l'innovation en matière énergétique. Donc voilà, je veux dire, il y a de nombreux chantiers qui sont lancés aujourd'hui. Je pourrais passer ma matinée à le dire, mais je pense que de nombreux territoires ont aussi pas mal d'innovation. Ronan Dantec, quand on écoute ces deux élus de grands territoires, après on ira à Lisbonne, hein, bon, ils ont déjà effleuré cette problématique qu'on a mise sur la table avant-hier, qui est celle du financement, hein, qui est la condition de réalisation de l'accélération qu'ils réclament tous. Comment voyez-vous les choses et est-ce qu'il y a des dangers de stagnation ? Oui, je crois. Bon, je pense qu'on vient de finir un cycle à la fois national et mondial, avec le fait qu'on a maintenant une loi de transition énergétique qui est un cadre pour la longue durée, y compris parce qu'il y a des outils de planification dans cette loi. On a un cadre mondial, Anne en a parlé, qui aussi peut nous servir pendant des dizaines d'années. Donc on n'a plus besoin de le rediscuter chaque année avec des clauses de révision régulière des engagements des États et de l'objectif global. Donc on a les cadres. Globalement, on a un peu les boîtes à outils. Mon inquiétude aujourd'hui, c'est encore un peu des signaux faibles parce que c'est tôt, mais on a par exemple un exemple qui, moi, me semble devoir nous alerter, qui est que l'argent que la Caisse des dépôts met aujourd'hui à la disposition des collectivités pour aller dans le sens de la transition énergétique, si mes dernières informations sont justes, mais je crois qu'elles le sont, est très peu utilisé. Et là, il y a 5 milliards de disponibles à un taux faible. Et les collectivités ne prennent pas. Et ça, je pense que c'est un signal qui doit nous alerter, y compris par rapport aux assises, qui est une belle communauté de gens qui se connaissent et qui se voient régulièrement tous les ans. Je n'ai pas le sentiment qu'il y a énormément de directeurs des finances des collectivités. Il y a plus des techniciens, des gens extraordinaires qui peuvent aller chercher de la chaleur Il y en a dans le la réseau salle d'assainissement. Bah voilà. Voilà, je crois que ça montre les choses et que dans nos priorités, ça va être de faire en sorte qu'on ait à l'échelle des territoires, grands comme petits, une vraie stratégie de mobilisation financière pour mener cette transition énergétique. Mais comme l'a très bien dit le maire de Dunkerque à l'instant, on a un vrai souci qui est que les collectivités aujourd'hui sont généralement endettées, que les dotations baissent, et que donc, où vont-elles trouver une capacité d'endettement supplémentaire, même si c'est un endettement vertueux qui, derrière, amène à des réductions de charges. Et là, on a une vraie difficulté. Je suis venu un petit peu aujourd'hui avec ma casquette de parlementaire, dire qu'il va falloir qu'on travaille très vite là-dessus. Il va falloir qu'on travaille très vite. Et si on prend un peu de recul, on s'aperçoit quand même que les États, et la France aussi, commencent à gagner des sous avec cette affaire climat. La contribution climat-énergie qui va monter, a été chiffrée à peu près à 4 milliards pour cette année, elle va monter à 5 milliards 5 milliards 6 l'année prochaine. La recette liée, alors sans être trop technique, mais tout le monde connaît ici le système ETS, d'Emission Trade System, qui lui aussi doit remonter. Il y a une directive européenne qui devra être discutée cette année. Donc là, pour l'instant, ce n'est pas une grosse somme, c'est de l'ordre de 400 millions, mais le prix de la tonne carbone européenne est très faible. S'il monte de 5-6 euros à 15-20, on fait vite le calcul, là, c'est encore 1 ou 2 milliards de plus. On a passé en plus, c'est un amendement que j'avais porté avec Chantal Joanneau, une perspective à 100 euros la tonne carbone pour la contribution climat-énergie. Donc on crée des flux financiers qui tombent dans la caisse de l'État. Il faudrait peut-être qu'on se pose la question de savoir si cet argent-là ne doit pas revenir vers les territoires, y compris probablement compenser en partie la baisse des dotations générales de fonctionnement. Moi, je plaide aujourd'hui pour qu'on se mobilise pour créer une forme de dotation additionnelle climat pour les territoires, qu'on peut tout à fait adosser au fait que les territoires s'engagent. Là aussi, j'assume ma part de responsabilité. Je présidais le groupe de travail gouvernance du débat sur la transition énergétique. On a rendu les plans climat, air, énergie territoriaux
obligatoire pour quasiment tous les territoires. Bon, ben, essayons de travailler très vite à un mécanisme qui fait qu'on remobilise, on va dire de l'ordre d'à peu près d'1 milliard tout de suite, pour justement les amener vers les territoires, en leur donnant peut-être comme condition qu'ils aient fait un plan climat air-énergie territorial qui soit crédible, tamponné par exemple par l'ADEME ou par l'État. Il faut absolument qu'on trouve un mécanisme de ce type, parce que le calcul il est assez vite fait. Si on met 1 milliard de plus de dotation, on permet aux collectivités de s'endetter d'un coef justement 5,8 derrière. Donc les 5 milliards de la Caisse des dépôts que quasiment personne utilise, seront utilisés si on recrée une dotation directe pour le budget des collectivités. Donc moi je crois que là on a un enjeu extrêmement fort, et juste pour finir en quelques instants, on a très bien travaillé avec l'ensemble des réseaux de collectivités sur la loi à transition énergétique. Et je salue Jean-Patrick Masson, l'élu de Dijon qui a porté ça, et aussi Nicolas Garnier, le directeur d'Amorce. On a été capable de poser sur la table des propositions communes. Je pense qu'il faut maintenant que les réseaux de collectivités retravaillent très vite sur ces questions, amènent effectivement les grands élus, les maires, les présidents de région là-dessus, et qu'il y ait une vraie négociation avec l'État. Si on ne recrée pas de dotation, on ne créera pas de capacité d'endettement. Si on ne crée pas de capacité d'endettement, on ne fera pas la transition énergétique. Anne Valric, Patrice Vergrit, vous confirmez, vous validez? Madame? Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec cette analyse, oui, absolument. Donc ce serait à mettre en effet en chantier, en réflexion. Sur ce qui a été dit, je crois aussi, on a parlé aussi de la nécessité d'avoir une vision un peu systémique, contre justement une vision en silo. Bon, ça me paraît indispensable. Je voudrais donner juste un petit exemple extrêmement concret à l'échelle d'un territoire. Si je reviens sur la ville de Bordeaux ou Bordeaux Métropole, quand Alain Juppé a décidé de vraiment d'avoir une politique hyper volontariste, si on a remporté le schmilblick, je veux dire le morceau sur un plan financier, j'entends, par rapport à l'état des finances, etc., je prendrai l'exemple de la baisse de nos consommations d'énergie liées à l'entretien de notre patrimoine public à l'échelle de la ville, ce qui est pour Bordeaux extrêmement important, puisque pour un ordre d'idée, c'est 450 ou 500 bâtiments publics, c'est de l'ordre de 2 millions de mètres carrés, et je ne vous dis pas la facture énergétique que ça représentait. On a réussi, en l'espace de 4 ans, à baisser je parle sous contrôle de Patrick Fauché, qui est ici au premier rang, je crois que c'est 33% de baisse de consommation d'énergie en 4 ans, ce qui est quand même drastique. On a eu une baisse de consommation d'énergie de 19% en 3 ou 4 ans également pour l'éclairage public. Pourquoi? Parce que quand on a présenté la proposition, on a une vision évidemment globale des choses, où on a montré que compte tenu du renchérissement du prix de l'énergie, quels que soient les flux de machin, eu égard à l'investissement que nous devions faire, le retour sur investissement, de toute façon, il était extrêmement rapide. Donc je crois qu'il y a aussi une vision systémique à avoir dans nos réflexions et dans nos politiques et dans les propositions, et puis montrer quel est le retour sur investissement. Et la deuxième chose, pour aller dans le sens de Ronan, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, et par tout le monde, on n'y arrivera pas seul. Donc il faut mobiliser toutes les forces vives d'un territoire. C'est pour ça qu'à Bordeaux, pour illustrer votre question de tout à l'heure, on a plein de beaux projets en chantier, mais on ne le fera pas seul. La collectivité, avec les moyens qu'elle a et qu'elle peut mobiliser, elle peut impulser, elle peut initier, donner le là, mais si elle n'est pas suivie, s'il n'y a pas une appropriation véritable par l'ensemble des acteurs, ça ne peut pas fonctionner. Et la troisième chose que je voulais rajouter, si vous me permettez, rapidement, c'est que pour moi, les leviers un peu du succès d'une politique ambitieuse sur un territoire, c'est qu'on soit en capacité d'innover, de s'adapter. C'est d'ailleurs sur un plan européen ce qui a été rajouté dans la politique européenne, mais c'est d'innover et c'est d'expérimenter. Si je prends le cas de Bordeaux, on n'est pas sur un territoire, par rapport à ce que j'ai vu hier, qui est fabuleux ici au niveau des énergies, en termes d'industriel, mais on a quand même une capacité d'innovation forte, puisque c'est à Bordeaux que nous sommes en train de tester aujourd'hui la plateforme nationale d'hydrolienne en milieu estuarien, première chose. Donc on a plein d'exemples comme ça dans le domaine de l'énergie, et pour reprendre l'exemple de Dunkerque, nous sommes en train depuis quelques mois de créer 2 énormes réseaux de chaleur avec énormément d'innovation à la clé.
Alors, Patrice Vergrit, vous validez également, vous souscrivez à cette proposition? J'ai envie de dire, c'est basique en termes financiers. Aujourd'hui, on a retiré aux collectivités leur capacité d'autofinancement, donc on ne peut pas déclencher du crédit, quel que soit le taux qu'on met en place. C'est de la logique budgétaire de base. N'importe qui pourrait le dire. Donc, bien entendu, je souscris à ce qu'a dit Ronan Dantec. Si on ne redonne pas aux collectivités une capacité d'autofinancement, elles ne peuvent pas s'endetter. Si elles ne s'endettent pas, elles ne font pas les économies d'énergie et elles n'enclenchent pas le cercle vertueux. Quand la Caisse des dépôts m'a interrogé en mettant en place, je leur ai dit ça. Je leur ai dit ça basiquement. Ils me dit ouais, mais on va faire des conséquences. Mais je dis ça ne sert à rien. Si on n'a pas la capacité d'autofinancement, on ne peut pas emprunter. Donc c'est vraiment le b.a.-ba financier et je pense que c'est absolument indispensable. Alors à Lisbonne, excusez-moi, on m'avait dit que vous étiez parti, c'est pour ça que je ne vous ai pas appelé. Quel est votre engagement? Tout à l'heure, on a vu votre feuille de route transition énergétique par un petit bout de la lorgnette qui est celle de l'agriculture urbaine. Et de manière plus générale, quelles vont être vos priorités et qu'est-ce que vous demandez à l'ensemble de l'écosystème local, étatique, européen pour y parvenir? Alors à Lisbonne, nous avons une situation économique nationale que tout le monde connaît. Nous avons une situation assez difficile. Nous avons été sous l'intervention du Fonds monétaire international, sous la tutelle du FMI. Une des bonnes choses que nous pourrions faire à Lisbonne, l'ancien maire Costa, qui est maintenant le Premier ministre depuis décembre, il a été élu, il a été vraiment le moteur de ces projets à Lisbonne pour l'instant. Donc en fait, on a vraiment un système d'austérité très sévère ces 4 dernières années. Malgré cela, il a été capable d'impulser des systèmes de transition énergétique tout à fait efficaces, et notamment au niveau de la méthodologie, au niveau de la reconfiguration de la ville envers l'économie de transition. Nous avons un nouveau plan d'urbanisme qui se focalise sur l'aménagement de la ville pour que les gens soient heureux de vivre dans la ville, le transport public, l'efficacité énergétique. Nous avons des cibles. Nous avons la cible de réduire de 20% notre consommation d'énergie. Nous travaillons sur le projet d'assainissement, des investissements dans la haute technologie et du logiciel et faire venir l'industrie informatique dans la ville. Et je pense qu'il est difficile de ne pas dire que les résultats de Lisbonne sont très importants pour ce que nous allons voir. Et en fait, que Lisbonne a été une espèce de presque de laboratoire de peut-être ce que le Premier ministre, qui était l'ancien maire de Lisbonne, va faire au niveau du développement, au niveau national, le développement des réseaux de transport doux. La première chose que Costas a dit quand il a été élu, c'est je vais aller à la COP21 à Paris. C'était vraiment sa première action officielle en tant que Premier ministre portugais et ça a été de se rendre à la COP21. Donc ça montre vraiment l'engagement que nous prenons. Européenne de la transition énergétique. J'ai beaucoup appris comment les citoyens peuvent impulser le changement de la transition énergétique dans un contexte local, comme on l'a vu. Ça, je pense que ça, c'est quelque chose c'est ce que on a commencé à parler avec Aberdeen, avec Bristol, où il y avait une présentation très musclée sur comment ils voulaient créer leur propre fournisseur d'énergie locale. Ça, c'est très intéressant. J'ai appris ici qu'il faut se focaliser sur un nouvel ordre du jour au niveau de la transition énergétique. C'est très bien que la Commission européenne s'est focalisée sur des ressources naturelles et ressources renouvelables parce qu'elles sont très efficaces. Ça peut économiser de l'argent, créer des emplois localement. Et je pense que la COP21, et il y avait le dessin qui disait qu'après la COP21, la COP22, oui, c'est bien que pendant cette période intercop, nous puissions développer nos instruments locaux, régionaux, territoriaux
qui puisse améliorer les politiques au niveau européen. Parce que nous n'avons plus beaucoup de temps. Et cette année, l'adaptation au climat, au changement climatique et la réduction des risques du changement climatique sont encore plus urgents. Nous devons agir très rapidement, comme on l'a vu avec les problèmes climatiques qui nous ont affectés cette année. Pour vous deux, Madame, Monsieur Vergrit, l'Europe, vous vous rappelez l'intervention de Jean-Paul Delevoye mardi matin. Nous avons besoin d'une vision européenne, nous ne l'avons pas aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on en attend et comment on peut forcer le destin? Qui commence? Allez-y, Monsieur Vergrit. On va m'accuser de pas être galant. Elle vous l'a proposé. Oui, merci. Oui, enfin moi je partage complètement la vision de Jean-Paul Delevoye et je pense qu'on a bien fait d'appeler ces assises européennes. D'abord parce que c'est la bonne échelle d'intervention, de compréhension. Peter Marland l'a dit tout à l'heure. D'ailleurs, c'est aussi bien vrai pour la transition énergétique que ça l'est pour les migrations internationales. Aujourd'hui, on manque d'Europe, on manque cruellement d'Europe sur ces enjeux-là. Donc, c'est la bonne échelle d'échange. Je pense que ça le démontre. C'est aussi une bonne échelle dans la mesure où on attend l'Union européenne sur cette question. C'est vrai qu'il faut une vision d'avenir qui n'existe pas aujourd'hui. L'Europe, on la sent particulièrement absente sur le débat sur le prix du baril de pétrole aujourd'hui. C'est quoi le discours d'Europe? C'est quoi la position de l'Europe? Moi, ici, à Dunkerque, l'Europe me manque terriblement quand je vois des entreprises locales qui jouent le jeu de la transition énergétique, mais qui sont pénalisées parce que l'Europe ne porte pas le juste échange. Donc, il est temps aussi que l'Europe soit cohérente dans ses interventions. Si je parlais de l'État tout à l'heure en termes de cohérence, ce serait bien que l'Europe, là aussi, met au diapason sa volonté de transition énergétique avec son droit de la concurrence. Aujourd'hui, on ne peut pas laisser du dumping venant d'entreprises qui ne respectent pas un certain nombre de conditions environnementales prendre le pas sur... donc la concurrence ne peut pas être au-dessus de la transition énergétique et des enjeux climatiques. Voilà, il faut savoir ce qu'on veut. Et là, la vision de l'Europe aujourd'hui, elle est aussi très saucissonnée, très clivée, très sectorisée, et ça ne nous va pas. Dernier élément que je voulais dire, au-delà même de l'Europe, parce que c'est vrai aussi pour l'État, je pense que le monde a changé, tout le monde l'a reconnu dans ses assises, et ce qui pouvait être vrai à un moment, si ça a été vrai un jour, c'est que le top-down tout seul, impératif, ne fonctionne plus. Et j'ai bien aimé le mot lors de la table ronde précédente. Maintenant, l'enjeu, c'est de mettre en capacité les acteurs, l'empowerment qui est sorti. Et ça, je pense que c'est absolument décisif dans les politiques publiques, que ça vienne de l'Europe ou de l'État. Donc, comment on met en capacité les territoires? Ronan Dantec l'a dit, ça peut être la question de la dotation. Voilà, comment on met en capacité les territoires? Comment on met en capacité les entreprises? C'est là que j'évoquais la question du juste échange. Si vous voulez mettre en capacité les entreprises, il faut leur donner des règles du jeu concurrentiel claires. Et pour le long terme, là, vous allez mettre en capacité les entreprises. Et puis, comment on met en capacité les individus? Comment on leur donne là aussi des messages clairs? Une fiscalité qui oriente véritablement les comportements. Avec le transport collectif, ce qu'on cherche à dire aux individus aujourd'hui, c'est ici, vous êtes dans la ville la plus bagnolarde de France, eh bien, on va changer. Et on vous envoie un message. Et on met de l'argent. Et c'est étonnant, depuis qu'on est passé à la gratuité le week-end, on voit des gens qui ne savaient même plus qu'il y avait du transport collectif à Dunkerque le redécouvrir. Il faut donner des messages clairs aux citoyens et les mettre en capacité d'eux. Je pense que c'est un message très très fort aussi, que ce soit des politiques européennes ou des politiques nationales. Anne Valric. Oui, je partage totalement ce que vient de dire Patrice Vergrit. Donc oui, moi je trouve aussi, et c'était le sens de l'intervention, en effet, le premier jour de Jean-Paul Delevoye, on a besoin de plus d'Europe, beaucoup plus qu'aujourd'hui, contrairement à ce que pensent certains. Et dans ces domaines-là, si je regarde dans l'agenda, ce qui s'est passé en 2015, bon, il y a eu des contributions. Les contributions majeures de l'Union européenne dans la préparation, la contribution à la COP21, ça a été la révision un peu des ambitions de, comment on appelle ça, la Convention des maires, pardon. Ça a été des objectifs qui ont été rajoutés en matière d'adaptation pour le climat, qui n'étaient pas inclus dans la version originelle, donc ça c'était pas mal. Ça a été la capacité à s'ouvrir pour donner un cadre un peu commun qui déborde de l'Europe mais qui s'adresse à l'ensemble des continents.
Donc ça, c'est une évolution intéressante aussi. Ça a été évidemment le fonds Juncker qui permet quand même de contribuer au financement de la transition énergétique. Et je crois qu'ici, localement, vous y avez fait appel, il me semble. Donc ça va dans le bon sens, évidemment. Dans le calendrier 2016, si je suis bien informée, mais Ronan l'est bien mieux que moi sur ces sujets, je crois qu'il y a 2 directives qui vont être discutées, et dont on attend pour les territoires quand même quelques évolutions, à la fois sur l'efficacité énergétique et sur les énergies renouvelables. Et puis il y a aussi toute la question qui a été écartée finalement de l'accord de Paris du 12 décembre dernier, de la COP21, c'est le problème du marché du carbone, quand même, donner un prix au carbone. Donc ça n'a pas été inclus dans l'accord, c'est un des reproches qu'on pourrait lui faire, mais il y en a eu tellement d'autres positifs, bien entendu. Mais à l'échelle européenne, c'est un sujet qui va venir sur la table avec un calendrier, si j'ai bien compris, qui n'est pas complètement défini, avec des réticences notamment de la Pologne, parce qu'il y a des pays quand même qui sont au tout charbon. Et donc là aussi, pour rejoindre ce qui a été dit par Ronan Dantec tout à l'heure, auquel on adhérait, si j'ai bien compris, il faut quand même donner la capacité, y compris financière, à des États à les aider à faire leur transformation pour passer d'un modèle énergétique complètement polluant et désuet aujourd'hui vers un modèle énergétique qui soit vertueux. Et donc il y a cette dimension financière qu'on retrouve, et ce sera un des enjeux, à mon avis, du calendrier et de l'adhésion européenne autour de ITS. Dernière question, Ronan Dantec, sauf si vous voulez dire quelque chose sur l'Europe. Cette COP21, la diplomatie a fait son œuvre, et positivement, des décisions ont été prises, on a beaucoup négocié, et puis on a dit les territoires à la manœuvre. Y aura-t-il une COP22 non étatique ? Je pense que vous connaissez la réponse. Johanna Rolland l'avait annoncé à Nantes, à Bordeaux, pardon, l'année dernière. Donc je viens le confirmer évidemment ici à Dunkerque. Donc 26, 27, 28 septembre prochain à Nantes, le Climate Change, le sommet mondial des acteurs non étatiques. Donc vous êtes évidemment tous invités à y participer. Vous êtes d'ores et déjà invités aussi à contribuer, puisque ça sera un sommet qui sera basé d'abord aussi sur les contributions, les communications des acteurs à l'échelle mondiale. Ce n'est pas un sommet français-européen, mais bien à l'échelle mondiale. Et quel est le sens de tout cela ? Moi, je crois que cette COP est un succès. Alors, comme on est entre nous, on était quand même assez nombreux, de manière plus ou moins non dite, à avoir décidé, avant la COP, de dire que ça serait un succès. Parce qu'on n'avait pas le choix. Imaginez qu'on dise pendant des années que nos sociétés n'y survivront pas, et qu'on dise, et en plus on n'y est pas arrivé, on était condamné à un moment dépressif, comme on l'a connu à Copenhague, alors qu'on est dans un moment où il faut absolument amener l'ensemble des acteurs à agir très vite. C'était le sens de ce débat. Donc on l'avait un peu décidé. Néanmoins, l'accord est réel. L'accord est réel. 195 États, 196 parties qui disent c'est très grave, qui disent même il faut retourner vers le 1,5 degré. Par exemple, c'est la fin du climato-scepticisme à l'échelle mondiale. C'est pas tout à fait rien. C'est la fin d'un débat. L'ensemble des dispositifs qui sont dans cet accord, notamment pour la période 2015-2020, je ne vais pas les détailler dans le Workstream 2, mais il y a beaucoup de dispositifs, y compris pour permettre de travailler plus étroitement avec des acteurs non étatiques, des dispositifs d'expertise, la poursuite du Lima Paris Action Agenda. Donc c'est un accord opérationnel. Plus opérationnel qu'on ne l'imagine quand on rentre vraiment dans le détail du texte. Alors maintenant, évidemment, il va falloir mettre tout ça en œuvre. Moi, mon sentiment, et ça marche aussi finalement pour le débat européen, c'est que les États... Je les suis dans ces négociations en tant que porte-parole climat de cités et gouvernements locaux unis depuis longtemps, ont toujours du mal à dépasser leurs intérêts nationaux. Ça va être le cas dans les discussions sur les directives européennes. Qu'est-ce que va faire la Pologne? Qu'est-ce que vont faire d'autres États? Puisqu'on est sur des cadres européens, mais des applications nationales. Donc ça va être très compliqué, le débat européen sur la suite du paquet énergie-climat. Mais ces États-là ont quand même réussi à se mettre d'accord sur des cadres. Et maintenant, ce qui va gagner ou pas la partie, c'est la capacité de l'ensemble des acteurs, finalement, à créer des dynamiques, à créer des consensus mondiaux qui rendent inéluctable cette évolution. Et avec
déjà en ligne de mire, et le Climate Change à Nantes s'inscrit dans cette périodicité assez courte. 2018, c'est la première discussion entre États sur leur fameuse contribution volontaire qui nous amène aujourd'hui aux 3 degrés, ce que disait Anne. Mais dès 2018, ils en rediscutent pour voir s'ils ne peuvent pas faire un peu mieux avant que l'accord de Paris ne s'applique en 2020. Puis après, ils se reverront en 2023. Nous, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? C'est justement créer des dynamiques entre l'ensemble des acteurs non étatiques, les collectivités, les entreprises, les associations. C'est aussi un peu c'est aussi tout à fait le format des assises européennes ici à Dunkerque, et amener ces acteurs finalement à démontrer que les États peuvent aller plus loin, sans risque, et de créer finalement des consensus qui bousculent, qui submergent les intérêts nationaux. On a une responsabilité très très forte là-dessus. Moi, je pense que depuis quelques années, on a vraiment réussi des choses assez fortes là-dessus. Le succès du sommet de Lyon Climat et Territoire, avec quand même un texte qui est signé à la fin du sommet, et qui est un texte assez précis, non pas seulement par les réseaux de collectivités territoriales, elles ont l'habitude de signer des textes communs, Dieu sait si on en a fait ces 10 dernières années, mais aussi avec les réseaux mondiaux de syndicats, les grands réseaux mondiaux d'entreprises, les grands réseaux d'ONG, et on a été capable de mettre sur la table finalement un consensus mondial. Et effectivement, les États ne pouvaient pas ne pas en tenir compte à la COP. Donc il faut aller plus loin encore dans cette dynamique. Donc le sommet mondial à Nantes, qui se veut le premier sommet, un peu la première pré-COP non étatique, et la deuxième édition devrait avoir lieu en Amérique du Nord, on est déjà en train d'y travailler pour 2017, doit amener effectivement la COP 22 à une COP de l'action, et finalement sécurisé par les engagements des acteurs non étatiques. Et avec, et j'en finis là-dessus, en plus, au niveau mondial, un lien extrêmement fort à faire, qui est absolument vital, entre climat et développement. Moi, j'ai la première intervention tout à l'heure du maire, disait bien ça, disait, voilà, on a un ensemble de crises aujourd'hui. On n'a pas que la crise climatique. Le Moyen-Orient, les autres crises environnementales, on est sur un ensemble de crises. Si on réussit à utiliser ce cadre, qui est finalement l'accord sur le climat, aussi pour mobiliser des financements sur le développement, pour créer des dynamiques positives, on intervient positivement sur les autres crises. Donc on est dans ce moment-là très particulier, où finalement le climat devient presque une chance, d'où le nom du sommet à Nantes, pour aussi intervenir sur les autres crises et mettre le XXIe siècle dans le bon sens. Et pour cela, et je le redis vraiment très fortement, c'est notre responsabilité à tous, y compris dans notre capacité à parler entre nous, entre acteurs différents. Si on réussit cette dynamique-là, alors l'accord de Paris va prendre toute sa signification et toute sa puissance, et je crois qu'on va avoir une belle aventure pour ce début du XXIe siècle. Vous avez lancé un appel à contribution, une date de remise des copies le 7 avril, pour nourrir justement ce sommet mondial des acteurs du climat. Je suppose que c'est téléchargeable aussi sur le site Climate Change 2016. Bon, alors Patrice Vergrit, l'axe Dunkerque-Bordeaux, Bordeaux-Dunkerque s'est consolidé encore là au cours de ces assises. Quel flambeau souhaitez-vous transmettre à Anne Valric pour la prochaine édition? Mais d'abord, publiquement, je vais faire la bise à Anne Valric. Voilà, toujours ça de prix. Voilà. Ce qui montre la qualité de la coopération. Et non, je pense que... Il n'était pas prêt pour la photo, vous pouvez refaire. Non, on va arrêter là. Non, je pense que ça, je l'ai dit au départ, mais ça se passe vraiment très très bien, y compris entre l'ensemble des techniciens de la communauté urbaine et de Bordeaux Métropole. Donc vraiment, on est fiers de passer le flambeau à une agglomération engagée. Eh ben, chiche. Alors, je retourne le compliment à Patrice. J'ai vraiment trouvé que, d'abord, cette édition, je me permets de le dire, je sais que ce n'est pas la conclusion, mais comme je vais devoir partir tout à l'heure avec toute l'équipe bordelaise, vraiment chapeau à Dunkerque, chapeau à toute l'équipe, chapeau à vous, chapeau à Damien, chapeau à toute l'équipe, parce que je trouve que l'organisation a été top. La qualité des débats, des contenus a été top. La soirée, nous allons essayer de nous inspirer pour vous accueillir de façon aussi festive à Bordeaux l'année prochaine. Donc vraiment, je vous propose de les applaudir tous très fort. Vive Dunkerque! Alors je posais une question, est-ce qu'il faut qu'on ramène notre Kletsch? Alors, je ne suis pas sûr que ça te parle, mais bon, pour tous les Dunkerquois qui sont présents, je pense qu'ils auront compris. C'était génial.
on va terminer ces assises cet après-midi avec un rendez-vous fondamental, la mère des batailles, l'emploi. Mais ça ne se passera pas ici, ça se passera dans la salle Jean Bart à 14h30. On commence à avoir des cartographies à peu près précises des ressources, des besoins, des attentes et tout ce que ça veut dire, encore une fois, en matière d'organisation territoriale, développement des compétences, etc. Donc ne ratez pas ce rendez-vous, 14h30, salle Jean Bart. Bon appétit. Merci à vous. Je peux avoir, voilà. Non, n'oubliez pas de